Depuis le 7 octobre, journalistes, politiques et historiens dirigent leur regard vers ce Levant, devenu par la force des choses le centre du monde. Une région qui fait l'objet de fantasmes de par son histoire imprégnée de faits religieux et géopolitiques. Alors que le 8 octobre, les regards se posent sur Gaza, notre invité d'aujourd'hui est l'un des rares à évoquer le sort réservé aux Palestiniens de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Commenter l'actualité, lorsqu'on est historien, devient un exercice périlleux. L'époque est à la post-vérité. Il faut quand même dire ce qui s'est passé hier aux alentours de 2 h du matin. Dans la nuit de lundi à mardi. Ça s'est fait en 10 minutes, sans aucun avertissement, sans aucune sommation. On pensait 413 morts, c'est sans doute 1 millier de morts en 10 minutes. La dernière guerre de Gaza, avant celle-ci, c'est mai 2021. C'est 256 morts en 11 jours. 11 jours et 11 nuits. Là, il y a 1 millier de morts. Israël est un pays en guerre, avec des morts et des blessés dans chaque famille. Il n'y a pas eu de morts ni de blessés depuis 48 heures. C'est de ça dont on parle, du côté israélien. C'est un compte on fait... Non, c'est un concours. Non, je dis juste Israël que depuis perdant dans la compétition victimaire. Je dis que depuis 48 heures, Johan, il n'y a pas eu de mort israélienne. Mais je ne comprends pas. Il y a un concours du nombre de morts. Non, ce n'est pas un concours. C'est cette balance-là que moi, je ne ferai pas ce soir, mercredi 19 mars. La question, ce n'est pas de savoir si Israël, en tant qu'État, commet un génocide. La question, c'est qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Itamar Ben-Gvir a dit au micro, la seule solution, c'est la déportation massive des habitants de Gaza. Bezalel Smotrich, quelques jours avant, avait dit l'idéal à la fin de la guerre, ce serait 100 à 200 000 habitants à Gaza. Benyamin Netanyahou lui-même, quelques jours avant, devant ses supporters du Likoud, en off, mais ça a fuité, a dit « Je suis effectivement pour l'objectif de réduire la population de Gaza à son minimum ». Le ministre des Communications, Shlomo Karki, a dit « L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Il faut distinguer vos intérêts, les intérêts du peuple, de ceux de Benyamin Netanyahou. Préparez-vous. Il est possible que vous alliez bientôt défendre Benyamin Netanyahou, accusé d'avoir volontairement, laissez-moi parler, d'avoir volontairement, pas qu'il se serait désintéressé, d'avoir volontairement saboté les négociations sur les otages. Dans cet épisode de L'éléphant dans la pièce, nous recevons l'historien Vincent Lemire. Auteur de l'ouvrage inédit « Au pied du mur », il nous raconte son rapport à Jérusalem, la destruction du quartier maghrébin de 1967 et revient sur la guerre meurtrière qui sévit en Palestine. Vincent Lemire, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes professeur agrégé d'histoire contemporaine et vous publiez une BD sur Jérusalem. Alors pourquoi Jérusalem ? Pourquoi Jérusalem ? Il n'y a pas de très bonne réponse pour moi. Je connais Jérusalem depuis les années 90, donc qui est une époque très différente de celle d'aujourd'hui. C'est l'époque du processus d'Oslo, dit processus de paix, donc une époque très optimiste. J'ai aucun lien familial ou ancestral ou quoi avec cette ville, ni avec cette région. C'est peut-être d'ailleurs ce qui me donne une certaine liberté ou capacité de recul. Donc je suis arrivé dans les années 90, j'ai essayé de lire des choses sur Jérusalem. J'étais assez frustré parce que je trouverais beaucoup d'ouvrages en gros sur la religion, la guerre, les conflits israélo-palestiniens, mais pas seulement. C'est-à-dire cette ville, elle était que le théâtre de guerres de religion ou de guerres de géopolitique. Moi, je suis historien de la ville, historien de l'urbain. Je suis géographe aussi de formation. Parfois, je dis que je suis géohistorien. Et j'ai passé 8 ans de ma vie à faire une thèse sur l'eau à Jérusalem. Donc, c'est sans doute pas un hasard. Ça veut dire reprendre la ville par en bas. Comment elle fonctionne, comment, avec les besoins les plus primaires, les plus quotidiens, par exemple l'eau potable, et essayer de voir si ça peut renouveler un petit peu cette approche toujours centrée sur le religieux, toujours centrée sur le géopolitique. Même si, bien sûr, il ne faut pas du tout l'évacuer. Dans ma thèse sur l'eau, évidemment, dès qu'il ne pleut pas, les gens font des prières et font des processions. Dès que ça manque d'eau, on accuse les uns ou les autres de voler l'eau. Ok, il y a toujours de la religion, il y a toujours du géopolitique, mais prendre les choses par en bas, faire de cette ville un objet d'histoire et un objet d'intelligence, c'est un sacré défi parce que les pressions sont énormes, les pressions idéologiques sont énormes. Donc pour transformer ce champ de bataille en un objet intelligible, c'est un très beau terrain de jeu sur le plan intellectuel. C'est une ville qui est quand même pas mal fantasmée.
tellement fantasmé qu'il y a des personnes qui ont été déçues quand ils sont arrivés pour la première fois, notamment Flaubert, Gogol, etc. Comment ça s'est passé pour vous, votre première fois à Jérusalem ? En 95, j'ai 22 ans. Je me souviens, c'est en mai 95. C'est une campagne présidentielle en France. Je crois que c'est Lionel Jospin contre Jacques Chirac. Je crois. C'est Chirac qui gagne. Et ce qui me fascine quand je suis arrivé là-bas, et ce qui me fascine toujours, c'est par exemple, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de villes au monde où on parle autant de langues différentes. Vraiment. C'est-à-dire dans la rue, on entend plein de langues. Pas seulement les touristes, hein. Pas seulement les groupes de touristes. Ok, ils parlent leur langue, mais des gens, on entend du russe, on entend de l'arménien, on entend de l'hébreu, on entend de l'arabe, on entend du syriaque, on entend de l'éthiopien, on entend du grec. Et ça pose un sacré défi à l'historien. C'est comment il fait pour gérer toutes ces langues et donc toutes ces archives et tout ça. Voilà, moi, c'est une des choses qui m'a frappé. C'est où est-ce qu'on est, quoi, ici ? Où est-ce qu'on est ? Vous dites c'est une ville-monde, justement, et vous dites quand on est au centre du monde, on est désorienté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est ça. C'est le terme que j'ai utilisé. Et parfois, ça m'a été reproché parce que on peut penser que c'est une vision un peu universaliste, européocentrée et tout ça. Quand je dis ville-monde, ça veut dire qu'il y a presque tout le monde qui s'est donné rendez-vous là et qui est resté sur place pour beaucoup. Et oui, quand on est au centre du monde, on est désorienté parce qu'on n'a pas de point de... Puisqu'on est au point focal, on ne sait pas bien où regarder, quoi. Et on est à l'endroit où tout le monde regarde. L'autre image qui me vient parfois, par exemple, cette année, le Ramadan est pour l'instant très calme à Jérusalem, comme ça arrive parfois, souvent. Et en particulier quand la situation est la plus catastrophique et la plus dramatique autour, à Jérusalem, c'est calme. C'est pas forcément un calme qui est apaisant ni agréable, hein. C'est un calme un peu angoissant. Et l'image qui me vient parfois, c'est l'œil du cyclone. Pour les gens qui ont déjà vécu un cyclone, l'œil du cyclone, qui est l'endroit qui organise toutes les tempêtes autour, dans l'œil du cyclone, il n'y a pas de vent, il n'y a pas un poil de vent même. C'est très silencieux, c'est très calme, mais c'est pas un calme tranquille. C'est voilà. Jérusalem, c'est tout ça, c'est tout ce paradoxe-là, mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas dépolitiser. Moi, je fais de l'histoire politique depuis toujours. Même quand je fais de l'histoire de l'eau, c'est de l'histoire politique. Quand je fais de l'histoire du patrimoine, c'est une histoire politique. Je revendique que toute histoire est une histoire politique. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de neutraliser Jérusalem ou de la dépolitiser. Mais je pense qu'il faut aborder le politique par d'autres voies que la géopolitique ou l'idéologie et tout. Il faut y arriver, mais on y arrive à la fin, mais il faut quand même montrer la ville, quoi. C'est ça que j'ai essayé de faire tout le temps dans mon travail, sur l'eau, sur l'année 1900, sur le quartier maghrébin, la bande dessinée, que les gens voient la ville. Voilà, comment ça marche Jérusalem, comment ça marche Tunis, comment ça marche. C'est des villes, quoi. Vous avez quand même eu ce pari fou de lancer un podcast sur France Inter qui s'appelle Anatomie d'un conflit. Et vous dites, mon intention, c'était de dépassionner le débat par rapport à la question israélo-palestinienne. Est-ce que vous y croyez toujours aujourd'hui ? Pensez qu'on peut le faire ? Alors, j'y crois beaucoup moins que quand on a fait le podcast. C'est une très bonne question parce que, effectivement, ce podcast, c'est la direction de Radio France, France Inter, qui nous a dit, on est peut-être le 15 octobre. À l'époque, je ne sais pas comment c'était ici, mais les gens étaient en état de sidération. Quand je dis les gens, c'est tous les gens. C'est-à-dire, il y avait pour le coup un espèce de silence de la sidération. Et donc, tout le monde avait une forme de capacité d'écoute. Et on a fait ce podcast dans des conditions... franchement, moi, j'y croyais pas. Thomas Negaroff m'a dit, on va y arriver, on va faire ça très vite. On a enregistré les 6 épisodes en une matinée, un mercredi matin, de 8h du matin à 13h, tout, d'un coup, sans aucune note. On a monté le jeudi, enfin dans la nuit du mercredi au jeudi, le jeudi, et le vendredi à 6h du matin, on a mis le podcast en ligne, et il y a eu des millions et des millions d'auditeurs, notamment des jeunes, des adolescentes, des adolescents. Donc là, on s'est dit, on a touché quelque chose. Mais je ne pense pas qu'on pourrait le refaire aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il aurait le succès qu'il a eu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, chacun est revenu un petit peu dans son, j'allais dire, dans sa bulle cognitive ou dans son alvéole idéologique, plus polarisé que jamais, et on comprend pourquoi. Mais de l'intérêt aussi parfois d'agir à chaud. Ce n'est pas ce que les historiens aiment faire, mais parfois il faut parler tout de suite parce que tout de suite les gens prêtent l'oreille.
tout de suite après la catastrophe, les gens sont à l'écoute. Et après, quand la poussière retombe, chacun retourne un peu dans son camp. Dépassionné, ça ne veut pas dire dépolitisé. Hein. C'est vraiment, il y a une image qui m'est venue une fois, je crois, à la radio en France. J'ai dit, voilà, chaque humain est fait de... On a le ventre, on a le cœur et on a la raison. Et on fonctionne toujours avec ça. C'est certain qu'après le 7 octobre, et parfois encore aujourd'hui, c'est le ventre qui parle. C'est-à-dire vraiment des pulsions qui ne sont même pas des pulsions sentimentales. C'est le ventre. C'est soit de la rage ou des choses. Il faut ramener les sentiments vers le cœur et vers la raison. Vers la raison, ça veut dire qu'il faut les politiser. Il faut politiser ce qu'on regarde. Il faut politiser le 7 octobre. Il faut politiser la guerre de Gaza. Il faut dépassionner. Voilà, ça veut dire dépassionner. Ça veut dire essayer d'éloigner les passions du ventre, quoi, qui sont dangereuses. Et comment vous faites, vous, pour mettre de la distance ? Je suis prof depuis... non, mais c'est vrai, je pense que c'est une pratique. Je suis prof depuis les années 99, donc ça fait 25 ans que j'enseigne à tout niveau. Surtout à des étudiants, mais étudiants qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans et tout ça. Donc, m'adresse, et des étudiants qui ont des idées X, Y, Z, et qui sont eux-mêmes chargés de toutes leurs histoires, leurs parcours, leurs identités et tout ça, dans la banlieue parisienne, banlieue Est. Donc, essayer d'aider les étudiants à élaborer leurs idées, à surtout pas les abandonner, surtout pas... Il y a un truc très important, moi, arrêter de dire aux jeunes de mettre de côté leurs sentiments et de rationaliser. Ça, je pense que c'est la pire façon de s'adresser, notamment à des jeunes publics. Leurs sentiments sont parfaitement légitimes. Ils sont même... C'est-à-dire, ne pas éprouver de sentiments en ce moment serait pour moi, inhumain. Point. Phrase suivante. Apprendre à ne pas se laisser submerger par ses sentiments et surtout, encore une fois, je reprends cette image, le cœur, la raison, le ventre, faire attention que ces sentiments ne descendent pas vers le ventre, quoi, en fait, ne deviennent pas en fait des rages pulsionnelles impossibles à contrôler. Et donc, réussir à les élaborer, réussir à politiser, ils sont tous super en demande d'élaboration politique, de comprendre ce qui se passe et eux-mêmes d'arriver à transformer leurs sentiments en positionnement politique, en comment je me positionne, où est-ce que je suis centré par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc il y a mon métier de prof, et puis il y a aussi eu depuis le 7 octobre une alternance de prise de parole, on va dire, dans des médias, ce que j'appelle les médias chauds, donc radio, télé. Là effectivement... il est 8h20 sur France Inter, il y a 3 millions de personnes qui écoutent et c'est compliqué, surtout parfois on n'est pas tout seul. Et alternance de ces médias chauds et de médias froids, la presse écrite en gros. Donc cette alternance de chaud et froid qui fait que ça peut aider à garder une ligne, on va dire. Une ligne et un recul. Vous écrivez dans votre livre Au pied du mur, vous écrivez un historien n'est pas censé délivrer un certificat d'authenticité. Mais quand il y a une doxa, quand il y a un consensus sur des faits historiques, normalement, on a une forme de vérité. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on regarde les mêmes images, mais on n'est pas d'accord. En fait, on ne voit pas les mêmes choses. J'ai l'impression que voilà, chacun fait à sa sauce. Moi, la colère, elle ne m'aide pas. Elle me coûte en énergie. Et surtout, je sais très bien que, on va dire, mes adversaires, mais on s'en fout de mes adversaires, on va dire les adversaires de la vérité, parce que oui, moi je considère que mon métier c'est d'être chercheur de vérité et de la diffuser. Donc j'assume de dire que moi je suis du côté de la vérité. Parce que un historien c'est quelqu'un qui cherche des faits, qui cherche des preuves matérielles aux faits, qu'elles soient archivistiques ou voilà, et qui cherche à les mettre en lien, quoi. Donc j'assume ce côté surplombant de dire que la vérité ça existe, les faits ça existe. Et en face, effectivement, aujourd'hui, on a des ingénieurs de mensonges, quoi, qui produisent, c'est même pas de la contre-vérité, qui produisent en fait une espèce de nuage de poussière qui fait que, bon, ils attendent qu'une seule chose, c'est que les professionnels de la vérité se mettent en colère, quoi, et sortent de leur gond, parce que ça va permettre de montrer, vous voyez, c'est pas des gens calmes, c'est pas des gens rationnels, c'est pas des gens, et ils sont vraiment non seulement en attente de ça, mais ils provoquent, en fait.
il provoque parfois même nommément, frontalement, ceux qui essayent de garder leur sang-froid, quoi. Donc le sang-froid, pour moi, c'est à la fois on va dire une hygiène psychique pour soi. Ça veut dire, ça permet de pas trop dépenser d'énergie inutilement. C'est vraiment, moi, je me vois des fois comme quelqu'un qui fait de la gymnastique, où c'est presque physiologique, hein. Donc, premièrement, c'est pour moi, et puis pour pas prêter le flanc, parce que dès qu'on perd son sang-froid, dès qu'on laisse passer la colère, on donne en fait, un angle d'attaque à ceux qui veulent attaquer la vérité, parce qu'on est dans le monde de l'image, et donc aujourd'hui, on a un nom, un visage, plus ou moins. Moi, j'ai des lunettes, tout ça, les gens voient à peu près qui je suis. Si on peut me faire basculer du côté de la colère j'aurais perdu cette fonction-là. C'est pas grave du tout. Pour moi, c'est pas grave. J'ai un métier, je suis fonctionnaire et tout. Mais ma parole, on va dire, aura perdu en crédibilité. Il y avait une séquence quand même à la télé où vous mettez un hors-sujet à la copie de Netanyahou quand il se compare à Dreyfus, quand il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Le moment que je pose au professeur, c'est-à-dire en termes de méthode, est-ce que déjà vous, en tant que professionnel de l'histoire, on va dire, vous n'aimez pas les comparaisons à la base? C'est-à-dire, est-ce qu'on perd de sens? Par exemple, il y a des personnes qui pensent que les Palestiniens, c'est un peu comme les natifs américains, le sort qui leur a été réservé, c'est comme les Arméniens. Il y a même des personnes qui disent que c'est antisémite de comparer, par exemple, l'armée israélienne aux nazis. Ça, c'est la question de l'analogie historique. L'analogie historique, c'est une méthode. C'est une des méthodes pour les historiennes et pour les historiens. Mais c'est une méthode. En fait, c'est un métier. Ça s'apprend. Et moi, j'en fais tout le temps des analogies historiques parce que je suis obligé pour faire comprendre aux gens, par exemple à un public français, ça fait des années que je le dis. En France, par exemple, on avait toujours ce truc de dire oui, comment est-ce que l'État israélien peut gérer les colons? Comment est-ce que les colons et l'État israélien? Et à un moment, j'ai dit mais en fait, arrêtez de dire les colons et l'État israélien. En fait, les colons, c'est l'État israélien aujourd'hui. C'est pas qu'ils sont quelque part, ils sont l'État. Non, j'ai dit bon, on va prendre une analogie. Alors, en France, les colons qui défendaient l'Algérie française ont essayé de tuer le général de Gaulle. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils l'ont mitraillé sa voiture. Ils ont plusieurs fois. Ils l'ont raté. À chaque fois, ils l'ont raté. Et donc, le général de Gaulle a décolonisé l'Algérie et il a rétabli la République, on va dire, sur ses bases, à peu près, démocratiques, républicaines. J'ai dit, en Israël, les colons, ils l'ont eu, le général de Gaulle. C'est Yitzhak Rabin. Ils l'ont visé, ils l'ont tué. Ils ont visé juste au bon endroit et ils ont gagné. Et donc, ils ont pris le pouvoir, ils ont pris l'État. C'est comme si l'OAS... C'est comme si le parti des colons et de l'Algérie française avait déjà pris le pouvoir en France. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir, hein, parce que quand le RN prendra le pouvoir, une partie d'entre eux seront là. Mais on va dire, dans les années 60, ils ont raté. Ils ont raté De Gaulle, quoi. Voilà. Donc l'analogie, moi j'en fais tout le temps, pour faire comprendre. Mais c'est une méthode historique, et évidemment c'est une méthode qui peut servir à raconter une énormité. L'épisode que vous rappelez, donc c'était une émission, je crois, sur France 5, C'est ce soir. C'était au moment où Netanyahou était... où la CPI avait délivré le mandat d'arrêt, officiellement, contre Netanyahou. Et Netanyahou était venu à la télévision en se comparant, ce qui pour moi est d'une indignité absolue, en se comparant lui-même au capitaine Dreyfus. Donc en gros, son message, c'était de dire que c'est parce que c'est par antisémitisme évidemment qu'on avait poursuivi Dreyfus et qu'on poursuivait Netanyahou. Et là, il faut à nouveau faire appel à son professionnalisme et à son autorité scientifique. J'ai dit que c'était indigne que Netanyahou se compare à Dreyfus, mais pas parce que posture morale. J'ai dit parce que Dreyfus, on a fabriqué un faux document contre lui. On sait très bien que la lettre qui incrimine Dreyfus, c'est un faux. On a fabriqué un faux. Et c'est ce faux qui a permis d'envoyer le capitaine Dreyfus au bagne. Et effectivement, c'était par antisémitisme, c'est-à-dire en face de lui, il y avait des antisémites qui voulaient condamner cet officier juif. Et j'ai dit, devant l'avocat de Netanyahou, Netanyahou, c'est lui qui fabrique des faux. Et notamment, autour du 7 octobre, on sait bien qu'il fabrique des faux documents pour essayer de
minimiser sa responsabilité, il trafique les vrais documents, il caviarde les vrais documents, etc. Et donc, toujours essayer de reprendre le surplomb et assumer que, oui, l'histoire, c'est un métier, on ne s'improvise pas, quoi, et qu'évidemment, des pseudo-analogies peuvent être utilisées complètement à contre-emploi. Cette même soirée, j'avais donc en face de moi un des avocats de Netanyahou, qui s'appelle Maître Pardo, Olivier Pardo, qui est également, au passage, l'avocat d'Éric Zemmour. Donc c'est vraiment quelqu'un d'absolument délicieux. Et donc il était là. Et moi, mon but de cette soirée, c'était il se présentait comme l'avocat d'Israël. Je disais, mais votre client, que je sache, qui vous paye? Est-ce que c'est l'État israélien ou est-ce que c'est Benjamin Netanyahou? Vous êtes l'avocat de Netanyahou. Et vous avez beaucoup à faire parce que non seulement il est poursuivi par les juges internationaux, mais il est aussi poursuivi par les juges israéliens. Pourquoi? Parce que c'est un hors-la-loi. Hors la loi internationale, hors la loi israélienne. En fait, c'est un hors-la-loi à tout niveau que ce soit. Donc essayer de le ramener à sa juste place, quoi. Et pas et qu'il ne puisse pas être le porte-parole de Israël contre tous les antisémites. C'est toujours, dans toutes ces émissions, c'est une fois qu'on a trouvé la bonne position, on est en capacité de débattre. Si en fait on se laisse enfermer dans un corner, par exemple, défenseur de la cause palestinienne, j'ai absolument rien contre les défenseurs de la cause palestinienne. La question, c'est comment on fait pour ne pas être enfermé dans un petit segment de discours. Parce que si on se laisse enfermer dedans, tout ce qu'on va dire, aussi juste que ce soit, aussi fort que ce soit, aussi factuellement démontré que ce soit, ça sera ramené au fait qu'on parle au nom de la cause palestinienne. Et donc, forcément, ça aura moins de crédibilité. Donc, c'est toujours un effort pour, voilà, par exemple, moi, de dire, le droit international, un État n'a pas le droit d'envahir un autre et de l'annexer. Ukraine, Crimée, Donbass, Israël, Palestine, bande de Gaza. C'est-à-dire de ramener les choses, de généraliser un petit peu et de dire vous ne pouvez pas être contre la Russie en Ukraine et dire bon ok, pourquoi pas le plan de Gaza. Arriver à poser des principes. Et cet avocat, Olivier Pardo, à un moment, il était pour le coup, lui, tellement coincé, et on avait réussi à le coincer dans le petit angle là, du ring ou du corner du terrain de foot. Il ne savait plus comment sortir. Il était devenu l'avocat d'un hors-la-loi qui s'appelle Netanyahou, quoi, pendant l'émission. Et il m'a jeté à la figure une insulte que moi, on ne m'a jamais dit, ni en privé, ni en public. Il m'a dit, mais vous, au fond, vous aimez les Juifs et les Israéliens en pyjama rayé. C'est-à-dire, bon, en reprenant vaguement une citation de Golda Meir, c'est plus qu'une insulte, c'est vraiment un crachat à la figure, quoi. Évidemment, son but, au début de notre entretien, c'est pas... Bien sûr que quand je suis sorti du studio, j'étais très en colère. Mais c'est comme c'est comme Maître Yoda, c'est-à-dire il y a un champ de force. J'ai dit, je vais faire comme si vous ne l'avez pas prononcé. C'est-à-dire, l'insulte, elle arrive, il faut la laisser passer sur le côté et continuer. Évidemment, c'était le meilleur moyen, parce que lui, pour le coup, il est devenu très, 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 très en colère de voir que moi, je ne réagissais pas, que tout le monde était évidemment scandalisé de la façon dont il s'est exprimé, l'animateur, etc. À la fin de l'émission, il est parti en jetant à moitié son micro, il a sauté dans son taxi. Donc, il est évident que dans le moment où on est, le sang-froid, le calme, non seulement c'est utile parce que c'est vrai qu'il y a assez de bruit et de fureur partout, c'est pas la peine. Enfin, moi, je considère que c'est pas mon rôle de rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit, mais c'est aussi, je veux dire, une exigence stratégique dans le débat. Celui qu'on écoute, c'est quand même celui qui garde son calme et son sang-froid. C'est comme ça. Il y a quelques semaines, la Knesset avait voté une loi pour interdire aux personnes qui critiquent Israël d'accéder au territoire. Comment vous êtes reçu en Israël? Parce que vous êtes parti quand même à Jérusalem la semaine dernière, si je ne me trompe pas, pour aller rendre visite à ces deux libraires à Jérusalem-Est qui ont été détenus pendant 2 jours. Bon, ça fait 25 ans que j'entre et que je sors, donc on va dire, c'est une longue histoire. C'est pas... Et je pense que les gens qui doivent savoir des choses sur moi savent tout sur moi. Il n'y a pas de... Voilà. Et ils sont correctement renseignés. Là aussi, moi j'essaye d'être stratège, c'est-à-dire qu'on a...
il n'est pas interdit d'être malin et de réfléchir, quoi. Il y avait cette histoire de la librairie. Ce que j'avais imprimé et ce que j'avais quand je suis arrivé à l'aéroport pour embarquer, c'est que j'y allais aussi pour participer à un colloque organisé par l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est la plus grande université israélienne à Jérusalem-Ouest, et par l'Institut d'études avancées d'Israël. Ce faisant, par ailleurs, hein, je sais que je suis parfois critiqué pour ça, et moi j'entends les critiques. On me dit tu respectes pas le BDS, et c'est vrai. J'ai jamais respecté le programme BDS. Ça veut dire que je l'ai jamais moi-même mis en application. Je porte aucun jugement sur cette stratégie. Je considère que d'abord les gens qui luttent pour leur émancipation ont le choix de leur propre stratégie. C'est pas à moi de leur dicter. Deuxièmement, c'est une stratégie non violente. Donc c'est déjà on peut pas à la fois dire que toute action armée est une action terroriste et en même temps hurler quand il y a une stratégie non violente. Que je sache, le BDS, ça fait pas de mort, hein, ni de blessés. Mais c'est vrai que moi, dans ma pratique professionnelle, et parce que depuis 25 ans, je travaille en Palestine et en Israël, à l'Est et à l'Ouest, sans doute que je ne peux pas me ranger à cette action-là. Comment ça se passe à la douane ? Oui, cette fois-là, ça a été, ce que je peux vous dire, c'est que c'était la première fois que je venais depuis le 7 octobre. Avant le 7 octobre, quand j'y étais, pendant 4 ans, j'avais un passeport diplomatique parce que j'étais le directeur du centre de recherche français à Jérusalem, donc j'étais détaché au ministère des Affaires étrangères. Un passeport diplomatique, ça aide, hein, ça c'est certain. C'est pas un scoop, mais c'est beaucoup plus facile. Là, c'est sûr que j'étais attendu. C'est sûr que les services israéliens avaient tout à fait envie de me montrer qu'ils savaient à peu près tout sur moi. Ça, c'est nouveau. Jusqu'ici, j'avais plutôt des gens, toujours d'ailleurs assez sympathiques, mais qui posaient des questions pour, on va dire, améliorer la qualité de leur dossier. Là, j'avais l'impression que mes réponses ne les intéressaient pas du tout. Ce qui comptait, c'était leurs questions. Et de me montrer par leurs questions qu'ils savaient à peu près tout sur moi. Bon, pareil, ce qui n'est pas une surprise. Mais je me suis dit, tiens, ça c'est un peu différent. Ça s'appelle de l'intimidation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'ils veulent être le mieux renseignés possible. Tous les services de renseignement du monde veulent être renseignés sur les gens un peu publics ou ça. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de montrer qu'on sait tout sur vous. Et ça veut dire qu'on sait tout sur vous hier, on sait tout sur vous aujourd'hui, et on saura tout sur vous demain. Sous-entendu, on vous surveille, quoi. Voilà. Donc, et puis il y avait une autre chose, c'est que j'avais emmené 21 kilos de livres, précisément pour la librairie des frères Mouna, pour Mahmoud et pour son neveu Ahmed. Et donc j'avais une valise entière remplie de livres, 21 kilos, ça fait quand même beaucoup. Puis une autre petite valise avec mes affaires. Et au moment de monter dans l'avion, il y a une dernière personne qui est venue me voir et qui m'a dit bon, il n'y a pas de problème, tu vas embarquer, mais on a quand même une question qui nous étonne, c'est tu es quand même un auteur connu, reconnu, tu as publié beaucoup de livres qui ont eu du succès, qui sont traduits dans plein de langues. Voilà. Il me dit, mais pourquoi, on est étonné un peu, pourquoi tu n'as emmené aucun livre avec toi pendant ce voyage? Pourquoi tu n'as pas pris des livres pour tes amis ou des dédicaces ou... Bon, donc c'était un piège assez grossier, parce qu'évidemment, ils avaient ouvert ma valise où... J'ai dit, mais bien sûr, j'ai pris des livres. J'ai 21 kilos de livres dans ma valise et je pense, tu sais. Il m'a dit, oui, bien sûr, en fait, on sait, c'était juste pour vérifier. Et puis, il montre ma valise ouverte avec tous les livres étalés. Et il me dit, oui, on a bien regardé et tout. Et moi aussi, c'est ma stratégie. Je lui ai dit, par contre, fais attention, hein, il y a 21 kilos, je les ai bien pesés. Il faut bien qu'il y ait 21 kilos à l'arrivée. Hein. Et d'ailleurs, j'ai dit aussi qu'ils étaient pour la Educational Bookshop, pour la librairie des frères Mouna. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, depuis toujours, en fait, c'est de faire les choses très ouvertement, de pas me cacher, parce que si on se cache, ça veut dire qu'on a des choses à cacher, et puis on va toujours finalement finir par se contredire. Donc faire les choses ouvertement. Quand je vais à Bar Ilan, qui est une université israélienne assez religieuse, dire la semaine prochaine je serai à Gaza. Quand je vais à Gaza, ce qui était le cas en juin 2023, pour présenter ma bande dessinée, dire, vous savez, moi j'habite pas ici, et je suis pas palestinien, et la semaine dernière j'étais à l'université Bar Ilan,
C'est-à-dire assumer ce que de toute façon avec les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde sait. Donc autant le dire explicitement. Et ça permet, je pense aussi, je reviens à cette image du corner qui moi, est toujours ça permet le fait de dire soi-même les choses, de ne pas risquer de se laisser enfermer dans un coin où finalement on va être bloqué, quoi. On va être coincé. Mais je vous parle d'un bricolage, hein. C'est pas une stratégie. Je suis pas né, je suis pas arrivé en 95 en ayant toute cette feuille de route. C'est des manières de faire que j'ai inventées petit à petit, quoi. Comment vous êtes reçu justement à Jérusalem, ou je ne sais pas si vous êtes parti dans d'autres villes. Vous avez vécu à Jérusalem pendant des années. Vous y avez des amis, vous y avez des repères. Est-ce que les amitiés s'effritent derrière ou pas? Alors c'est plus difficile. C'est certain que à Jérusalem-Ouest c'est plus compliqué. J'y suis aussi retourné pour renouer ou réparer quelques amitiés, ou en tout cas essayer de voir ce qu'il en restait après ce qui se passe. Je peux raconter une anecdote très très concrète. J'étais donc invité à ce colloque. C'était une école doctorale, c'est-à-dire ça tournait autour des étudiants et des doctorants, autour de l'histoire des savoirs territoriaux, l'histoire des savoirs cartographiques en histoire urbaine. Et on m'a dit sur quoi tu veux intervenir. Il y a plusieurs mois, mes collègues israéliens m'ont dit sur quoi tu veux intervenir. J'ai dit écoute, il y a 2-3 possibilités. Une possibilité, c'est l'eau à Jérusalem. Bon, c'est quand même assez neutre. C'est ma thèse et ça marche très bien, quoi. La cartographie, l'hydrologie et tout. Deuxième possibilité, c'est l'histoire de la cartographie de Jérusalem, l'histoire de la toponymie, les noms de lieux, la porte ci, la porte ça. Bon. Et le troisième sujet, c'est un sujet plus sensible, mais plus récent aussi pour moi, qui est l'histoire du quartier maghrébin. Et à la fois de sa destruction et de son effacement topographique et de son effacement cartographique. Comment aujourd'hui, sur les cartes, il n'y a plus rien. Donc c'était vraiment un mail ouvert. Je proposais les 3 options. Clairement, il y en avait une qui était plus délicate que les 3 autres. Et les 3 collègues israéliens, mais je ne dis pas du tout qu'ils sont représentatifs de la société israélienne, mais m'ont dit évidemment le quartier maghrébin. Parce que c'est nouveau, parce qu'on va apprendre. Et de fait, ils ont beaucoup appris, les étudiants aussi, ou ça. Donc, on est confronté, mais je pense que c'est pareil. C'est pas pareil, rien n'est pareil nulle part, mais c'est pareil en Tunisie, c'est pareil. Je veux dire, il y a une diversité, il y a une complexité, et la question, c'est à qui on parle et à quoi on sert, quoi. Quand moi, par exemple, j'essaie de faire traduire mes livres, et je le fais, j'y arrive parfois en hébreu, je sais aussi que je vais toucher un autre public qui n'est pas seulement l'élite académique qui peut lire le français ou l'anglais. Qui dit élite académique dit quand même souvent des gens qui sont plus d'accord avec moi que moi. Et je vais vendre les livres moins chers, je vais vendre les livres en hébreu, et peut-être ils vont tomber entre les mains de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Et c'est pas parce qu'ils vont lire mon livre qu'ils vont complètement changer d'avis, mais peut-être il y a des petites choses qui vont s'ajouter, quoi. Donc il y a aussi cette question de dans quel cadre on s'exprime, dans quelle langue. Moi, je suis toujours très, très, très attentif à la question des traductions, parce que qui dit traduction dit aussi prix de vente. Hein, c'est très concret. Hein. Quand mon livre Au pied du mur sur le quartier maghrébin, il est vendu en France à 25 €. S'il arrive ici à Tunis, avec les droits de douane, le transport, il coûte quasiment 40 €. C'est pas comme ça qu'on va toucher le grand public, quoi. Il est republié, il a été republié au Maroc à 8 € en français, La Croisée des Chemins. Il a été republié en Algérie, chez Barzac. Pareil, à moins de 10 €, la version française. Il est traduit en arabe aujourd'hui. Peut-être il arrivera un jour en Tunisie. Il y a aussi cet effort de trouver les moyens de parler à des publics différents dans leur langue, parce qu'on touche moins des publics d'élite académique, et aussi à des prix abordables. Ça, c'est, à mon avis, un des trucs que les chercheurs académiques doivent intégrer de plus en plus. Mais Au pied du mur, vous l'avez fait dans le cadre d'Open Jérusalem ou pas? Au pied du mur, je l'ai fait pendant Open Jérusalem, mais c'était un peu mon jardin secret à moi. Open Jérusalem, en 2 mots, mais les gens qui nous regardent, ils peuvent taper sur n'importe quel moteur de recherche Open Jérusalem, ils arrivent sur le portail. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne, donc c'est des gros financements. Ça a duré 5 ans, de 2014 à 2019, même si on continue. Et l'idée, c'était de dire... il y avait 2 idées en fait. La première idée, c'était de dire arrêtons en fait de faire de la recherche peace process. C'est fini ça. Il faut arrêter en fait d'essayer de construire un récit homogène et consensuel. On est complètement en dehors des clous quand on fait ça. Arrêtons aussi de faire des colloques où on essaye de réunir un Palestinien, un Israélien, un machin et tout. D'abord parce que c'est en grande partie fake.
qu'en plus on peut aussi les mettre en danger eux. Donc accessoirement, on est content de faire une belle photo avec le drapeau européen ou je sais pas quoi parce qu'on fait la paix. Ça, c'est fini. Ne demandons même pas aux chercheurs qui travaillent ensemble de se rejoindre en fait sur leurs idéologies ou parce que en ce moment, chacun a le droit d'avoir sa propre radicalité et voilà. Revenons à la base du métier d'historienne. La base du métier, c'est l'archive, c'est la source. Partageons la seule chose qu'on doit partager sur le plan éthique quand on est un professionnel qui fait de l'histoire. Ce qu'on doit partager, c'est nos archives. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Il peut les interpréter comme il veut. Il peut les utiliser, les mettre en récit comme il veut. Mais ce qu'on doit partager, c'est la source. Et partons du pari du fait que si chacun travaille sur plus de sources, dans plus de langues, qui ont été produites par des communautés différentes, ça pourrait contribuer à, on va dire, nuancer les points de vue. Pas les faire se rejoindre et les homogénéiser, mais à les nuancer, peut-être à les relier. Donc, on a réuni une 60aine de chercheurs, chercheuses, dans une 12aine de pays, dans une 10aine de langues, dans plein d'alphabets différents, la seule règle, c'était, tout ce qu'on trouve, on le partage. Premièrement. Et la deuxième pari, c'était, on décrit ce document, on le résume en anglais. Bon, c'est dommage pour la francophonie, mais il faut aussi savoir se décentrer parfois. La langue globale aujourd'hui, c'est l'anglais. La langue qui permet au plus de chercheurs, étudiants, doctorants, même tout le monde, c'est le globish, quoi. Donc on a décrit tous ces documents qui étaient dans plein de langues, dans une langue cible qui est l'anglais, ce qui permet d'avoir produit un moteur de recherche un peu révolutionnaire, unique, qui s'appelle Open Jerusalem, et qui fait que si vous travaillez sur l'eau, par exemple, vous tapez Water, W-A-T-E-R, et vous avez des milliers de documents qui sortent dans plein de langues et qui sont voilà. Et après, si vous voulez les lire, vous trouvez toujours un collègue ou un. C'est pas mal d'ailleurs, ça va vous obliger aussi à aller écrire des mails à votre collègue. Donc Open Jerusalem, c'était ça, c'est une énorme ingénierie. On a travaillé en Russie, on a travaillé à Saint-Pétersbourg, on a travaillé en Arménie. Et moi, à l'intérieur de ça, j'avais besoin d'avoir un peu mon. Donc moi, je dirige ce projet Open Jerusalem, mais j'avais besoin d'avoir mon projet à moi. Et donc c'était le quartier maghrébin à Jérusalem. L'histoire du quartier maghrébin. Alors c'est quoi le quartier maghrébin à Jérusalem? L'histoire du quartier maghrébin, c'est à la fois une toute petite histoire et une très grande histoire. C'est un quartier pas très grand, qui fait à peu près 50 mètres sur 50 mètres, mais qui est situé dans un endroit que tous les gens qui nous regardent connaissent, qui est le mur occidental ou mur des Lamentations ou Kotel Amaravi ou Al-Bourak, qui est ce fameux mur d'époque hérodienne, donc du IIe siècle, qui a été détruit au 1er siècle de notre ère. Au moment de la destruction du Second Temple, en fait, les murs de soutènement, les murs extérieurs de la plateforme sont restés et existent toujours. Donc c'est un mur hérodien qui est devenu un sanctuaire juif aux alentours du XVIe siècle de notre ère. Mais devant ce mur, Saladin et son fils ont créé un quartier pour accueillir les pèlerins musulmans originaires du Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, même si évidemment ces pays n'existaient pas. Et c'est, ce qui est fascinant, c'est que ce quartier, donc c'est une fondation pieuse, un waqf ou un habous, qui, donc on a donné des terres à ce quartier pour qu'il y ait des revenus. Les terres, c'était le village de Ain Karem. Et le mandat de ce quartier, c'était de loger les pèlerins, de les soigner, de les nourrir, de les enterrer si jamais ils doivent venir à mourir, de leur fournir des vêtements chauds en hiver, de leur fournir du charbon. Enfin, vraiment, on dirait que c'est de l'œuvre sociale pour encourager en fait le pèlerinage vers la Mecque ou vers Hébron et Jérusalem de ces populations musulmanes qui sont très éloignées. Les populations du Maghreb, c'est celles qui sont les plus lointaines, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que ce quartier fonctionnait toujours comme tel dans les années 1950, début des années 1960 de notre ère, c'est-à-dire avant-hier, quoi, à l'époque de nos parents, grands-parents, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les années 1950-1960, les habitants de ce quartier s'appelaient toujours Al-Tounsi, Al-Karoui, Al-Jazairi, Al-Marakchi, Al-Fassi, Al-Maghrabi, par ailleurs, enfin, portaient dans leur nom des liens très forts avec différentes parties du Maghreb, avaient des liens avec des cousins, des neveux, des tantes au Maghreb, faisaient des allers-retours, repartaient en Tunisie ou restaient sur place, se mariaient sur place, parfois avec des Maghrébins, parfois pas du tout, parfois avec des Palestiniens non maghrébins. Ils avaient une identité très forte.
Ils étaient, on va dire, singularisés comme tels, comme maghrébins dans la vieille ville de Jérusalem. Ils parlaient un arabe assez différent de l'arabe palestinien. Ils mangeaient une nourriture pas complètement la nourriture syro-libanaise, palestinienne, complètement standard. Mais pourquoi on les a expulsés? Pourquoi on a détruit ce quartier? On l'a détruit parce que depuis la fin du 19e siècle, le mur, donc ce fameux mur occidental, jouxtait immédiatement ce quartier. Et donc, les juifs religieux en particulier voulaient agrandir leur espace de prière, voulaient créer un parvis devant le mur. Celui qu'on a aujourd'hui sous les yeux, quand on regarde le mur aujourd'hui, devant, il y a une grande place minérale, vide, ouverte, qui permet de réunir quand même jusqu'à 60 000 personnes. Au fur et à mesure que le projet sioniste s'est concrétisé et s'est renforcé, le fait que ce qui était devenu le sanctuaire central en fait, du judaïsme ne soit accessible que par un petit couloir de 3,50 m de large est devenu de plus en plus insupportable. Il y a eu des projets dès la fin du 19e siècle pour racheter ce quartier. Ce n'était pas possible, c'est un waqf. Donc c'est une fondation pieuse, c'est un bien inaliénable, juridiquement impossible à vendre. Il y a eu des tentatives dans les années 20, dans les années 30. Donc mon histoire, c'est de montrer qu'en fait ce quartier, il était une cible en fait, depuis longtemps. Il a été protégé à un moment de façon assez paradoxale par le colonialisme français, parce que les Français les diplomates français se sont dit en 1948, le quartier, il perd ce qui faisait ses revenus. Le village d'Ain Karem se retrouve en Israël, donc tous ses revenus s'écroulent. Et les diplomates français se disent, mais après tout, on l'appelle le quartier maghrébin. Le Maghreb, c'est la France, donc c'est un quartier français. C'était assez simple comme démonstration. Ça marchait juridiquement, c'est pas très solide, mais ça fait la blague, ça marche. La France s'est mise à soutenir ce quartier, le financer. On voit qu'il y a de l'argent qui arrive d'Alger, qui arrive de Tunis, qui arrive de Rabat, qui arrive même d'ailleurs après l'indépendance de la Tunisie. Il y a toujours un peu d'argent qui arrive. On va restaurer les écoles, on va créer un club de jeunes, un club de boxe, etc. Donc le paradoxe, c'est que c'est un quartier qui, juste avant sa destruction, est plutôt un quartier qui va de mieux en mieux, on va dire, qui est en phase de restauration, de modernisation et tout. Mais en 1962, la France a déjà perdu, du point de vue français. Elle a perdu la Tunisie, elle a perdu le Maroc. En 1962, elle perd l'Algérie. La France ne peut plus être puissance souveraine de ce quartier maghrébin, elle ne peut plus le protéger. Et ce qui est intéressant, c'est que les autorités israéliennes sont tout à fait au fait de ça. Elles savent, on est juste 5 ans en fait, avant la destruction, elles savent qu'en fait, il n'y a plus de protecteurs de ce quartier. Et donc, au moment de la guerre des 6 jours, juste à la fin de la guerre des 6 jours, le samedi 10 juin 1967, le cessez-le-feu avec la Syrie, le dernier cessez-le-feu, il est signé à 16h, et les habitants sont évacués en 2 heures, ce samedi soir, entre 17h et 19h, et le quartier est détruit dans la nuit. Le dimanche matin, 11 juin, il n'y a plus de quartier maghrébin. Donc c'est vraiment, une prise de guerre extrêmement rapide, extrêmement brutale, et qui s'est passée en plus dans un moment où il n'y avait pratiquement pas de journalistes, pratiquement pas de reporters, d'agences de presse, etc. Où est-ce qu'ils sont partis, ces gens-là? Est-ce qu'il y a eu réparation ou pas? Ils sont partis, il y en a qui sont partis à Silouane, il y en a qui sont partis à Betranina, à Jéricho, ou certains à Amman aussi. Ils n'ont pas été remboursés parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur maison. Les propriétaires, c'était le Waqf. Ils ont une petite compensation pour préjudice d'expulsion et perte de leurs biens meubles, parce qu'encore une fois, ils sont partis en 2 heures. Donc en 2 heures, ils sont partis avec leur costume et leur papier d'identité, littéralement. Et une valise. Donc tous leurs meubles aujourd'hui, les archéologues israéliens qui creusent parfois sur cette place, pas pour trouver le quartier maghrébin, mais pour trouver d'autres choses, à peine ils creusent, à 20 cm, ils trouvent tout. Un lit, une chaise, une machine à coudre, des tasses à café. Tout, on a trouvé un bol, des rasoirs, tout ça. C'est comme si, pour moi, c'est comme Pompéi. C'est-à-dire, c'est comme si on avait ce quartier qui était figé dans l'état où il était une demi-heure avant l'expulsion et la destruction, quoi. Donc c'est une histoire très étonnante parce qu'elle est très peu connue et pourtant elle se passe au cœur du cœur du cœur. On a parlé de l'œil du cyclone tout à l'heure. Elle se passe au milieu de l'œil du cyclone, au milieu, à quelques dizaines de mètres de la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi c'était important pour vous de la raconter, cette histoire? C'était pas mon projet, c'était pas mon programme, j'avais d'autres idées en tête. J'étais par ailleurs directeur du projet Open Jérusalem. Mais c'est là qu'on revient à la question des sentiments, et du ventre, et du cœur, et de la raison. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Haïfa Al-Khalidi, qui est décédée à l'été dernier,
qui était l'ancienne bibliothécaire de la grande bibliothèque des Khalidi, de la vieille ville de Jérusalem, qui existe toujours, membre de la grande famille des historiens, des Khalidi, Walid Khalidi, Rachid Khalidi, qui sont des Palestiniens des États-Unis, exilés aux États-Unis. Et un jour, je dîne avec Raïfa, qui était une amie, enfin on se voyait comme ça. Et à la fin du dîner, elle m'a raconté sa soirée du 10 juin 1967. Elle avait 18 ans, parce qu'elle est née en 1949. Elle avait 19 ans, pardon. Elle est née en 1948. Elle avait 19 ans, donc on imagine une adolescente. Et elle me décrit, ses mains tremblaient. Elle me montre par la fenêtre et je vois qu'elle voyait des choses que moi je ne voyais pas. Elle me parle des bulldozers, j'ai l'impression qu'elle voyait les bulldozers. Elle me parle du bruit, elle me parle des bulldozers qui approchent de la maison et qu'elle a peur que sa maison va tomber. Et je suis sorti de là, je me suis dit, ok, ça c'est les sentiments. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un m'avait passé un ballon et que tu reçois le ballon, il faut que tu fasses quelque chose avec le ballon. L'historien aussi, c'est ça. Je ne pouvais pas faire comme si elle ne m'avait pas parlé. Elle m'avait transmis le truc et j'ai dit, c'est trop. J'ai commencé à chercher, est-ce qu'il y a de la documentation, des livres? Il n'y avait rien. Donc là, c'est la responsabilité professionnelle, j'allais dire. Elle m'a raconté ça, je ne peux pas faire comme si elle ne me l'avait pas raconté. Donc j'ai changé tous mes plans et en plus moi j'étais censé être un historien, spécialiste de Jérusalem, machin. J'avais pratiquement jamais entendu parler de cette histoire. Donc aussi j'avais une côté, j'étais presque secoué. Enfin, de comment ça se fait que moi je connais pas cette histoire. J'ai passé 5 ans à enquêter et à faire ce livre, dont aujourd'hui on va faire un film documentaire aussi d'ailleurs, toujours pareil, pour le faire mieux connaître dans la culture populaire. Vous avez un projet pour la suite ? Un projet pour la suite, un des projets, on a créé une application 3D qui permet aux gens de se représenter ce qu'était ce quartier avant le 10 juin 67, à la fois de l'extérieur et aussi en mode un peu Google Street View. Donc c'est une application qui s'appelle Jérusalem Maghrebi Quarter, qui existe en français, en italien, en anglais, en hébreu, en arabe. Je préviens tout de suite pour les arabophones, la version en arabe bug encore. Ça veut dire un problème de code, c'est toujours ces lettres arabes qui ne sont pas bien reliées correctement. Mais on est en train de fixer ça. Voilà, on est en train d'essayer d'intégrer aussi les données archéologiques, les témoignages des habitants à cette application. Toujours trouver les moyens de toucher des publics différents et de ne pas penser qu'un livre académique va ni s'adresser à tout le monde, ni parler à tout le monde. Je pense que nous, ou étudiants, on lit un livre académique, on arrive à se représenter les choses. Bon, des fois, pour le chauffeur de taxi ou quelqu'un qui n'a pas forcément fait des grandes études ou quoi, il faut lui montrer les choses. Peut-être parfois, il va même aller lire parce qu'il aura été saisi, ce qu'on avait dit. Il aura été saisi par l'émotion et les sentiments et il va aller se documenter après. Trouver des moyens de créer des ponts entre tous ces savoirs-là. Quand j'ai fait la bande dessinée Histoire de Jérusalem, c'était la même chose. Sortir de notre zone de confort, trouver des modes de restitution qui s'adressent au plus grand nombre. Si on parle de projet, la BD Histoire de Jérusalem, on est en train de l'adapter en série animée pour la télévision. Ça va nous permettre de toucher encore une fois un public un peu plus jeune, même, ou des gens aussi qui n'ont pas l'argent de s'acheter une bande dessinée qui coûte quand même quasiment 30 €, quoi. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous.